Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de déballage de boîtes. Aujourd'hui le pack La face cachée de la lune, troisième pack du cycle Les dévoreurs de rêves. La première carte du pack c'est la Winchester 35, un soutien de niveau 0 qui coûte 4, qui occupe les deux mains, qui a les traits objet, arme, arme à feu, utilisation 5 munitions. Alors là, c'est marqué dans la FAQ, il y a un erratum, il manque une partie du texte. Action, dépenser une munition, combattre, vous gagnez plus 2 en force pour cette attaque. Si un pion KO plus 1, 0 ou signe des anciens est révélé lors de cette attaque, elle inflige plus de dégâts. Alors comparons un peu avec des armes assez proches, on va dire. Voilà, donc des armes de gardien qui occupent les deux mains. Il y en a en tout 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il me semble que les plus proches, il y a tout d'abord la Thompson 45 de niveau 0, qui coûte 6, qui occupe les deux mains, qui a 5 munitions, et qui a comme action dépenser une munition, combattre, vous gagnez plus 2 en force, et infliger plus 1 dégâts pour cette attaque. Et, oui en fait je dis plusieurs, voilà c'est celle-là que j'ai retenue comme étant la plus proche. Si on compare les deux, la Winchester elle coûte 2 de moins pour le même nombre de tirs. Le gros problème de la Winchester 35, c'est que de base, elle n'inflige qu'un seul dégât. Je dis toujours, une arme, à moins que vous ayez un investigateur dont le but principal n'est pas le combat, mais qui a besoin de temps en temps de faire un dégât, une arme doit faire les dégâts 2 par 2. Là, de façon régulière, vous infligez un seul dégât, et pour infliger plus, il vous faut piocher un plus 1, un 0 ou un signe des anciens. Alors, le signe des anciens, quoi qu'il arrive, il n'y en a qu'un dans le sac du chaos, dans la réserve du chaos. Le 0, je sais pas, ça doit dépendre des campagnes, il doit y en avoir un ou deux. Et le plus 1, il n'y en a pas en mode expert. Je sais pas s'il y en a en difficile. Et il doit y en avoir en normal, en général, je crois qu'il n'y en a qu'un seul, et peut-être qu'en facile, il y en a 2. Mais dans la situation idéale, on va dire, ça doit faire quelque chose comme 5 jetons sur 15, et à des niveaux élevés de difficulté, je dirais que c'est plutôt 3 sur 15. Alors ok, quand vous avez de la chance, c'est 3 dégâts d'un coup, mais il faut avoir de la chance. Au final, moi je suis pas du tout enthousiaste. Ah oui, un truc que j'ai pas précisé, vous avez plus 2 en force, ok, vous ratez peu de tests, mais si vous ne faites qu'un dégât par test réussi, ça vous avance pas grand chose d'en réussir plein. Il vaut mieux réussir 2 tests à la machette et en rater 1 pour faire 4 dégâts que de réussir 3 tests à la Winchester et faire 3 dégâts. Voilà. Dans les commentaires, tiens, il y a une comparaison avec la 45 Thompson, le 45 automatique. Voilà, donc là le type qui écrit le commentaire dit à niveau de difficulté facile, la Thompson fait à peu près le même nombre de dégâts pour un tiers du coup en moins. Voilà, on va passer. Moi je pense pas que ça serve, pense pas que ça soit intéressant. Carte gardien suivante, c'est protection rapprochée. C'est un soutien de niveau 2 qui coûte 2, trait talent, réaction lors du tour d'un autre investigateur, incliné protection rapprochée. Pour le reste du tour de cet investigateur, lorsqu'il se déplace de votre lieu vers un lieu connexe, vous avez le droit de vous déplacer vers ce lieu également. Alors, moi, je trouve ça génial. Parce que ça vous fait d'énormes économies, potentiellement, il faudra voir en situation réelle, mais ça peut faire d'énormes économies d'action. Normalement, comme je le dis dans à peu près toutes mes vidéos, quand je joue en duo, un gardien et mettons un chercheur, le chercheur va dans un nouveau lieu pour faire ses enquêtes, le gardien y va pour le protéger. Ou alors il y a un ennemi qui a été généré dans un lieu, le gardien y entre, se fait engager par l'ennemi, combat l'ennemi, puis ensuite le chercheur peut rentrer pour enquêter. Ce qui veut dire que quasiment en permanence, soit les 2 investigateurs sont dans le même lieu, soit il y en a un des 2 qui est sur le point de rejoindre l'autre. Et avec protection rapprochée, ça va me permettre, mettons s'il n'y a pas encore d'ennemis générés, l'enquêteur qui est dans le lieu du combattant, du gardien, se déplace vers le lieu connexe. Du coup, le gardien, il le suit.
S'il n'y a pas d'indice dans le lieu, l'enquêteur se déplace dans le lieu connexe, le gardien le suit, etc. Et ça veut dire que, imaginons que l'enquêteur finisse son tour dans un lieu où il y a un combat effectué, ou alors un test de force, le gardien n'a pas à dépenser d'action pour rejoindre le lieu. C'est pas par exemple, premier déplacement, deuxième déplacement, et il me reste plus qu'une action pour combattre. Non, c'est, j'ai été déplacé pendant le tour, du coup j'ai mes 3 actions pour combattre. On économise des actions sur le déplacement, et comme on a plus d'actions pour le combat, ou pour les tests de force, alors j'ai pas toutes les cartes de ce genre-là en tête, mais dans la boîte de base, il y a porte verrouillée, qui nécessite de réussir un test de force avec une difficulté de 4. Dans la civilisation oubliée, il y a une carte traîtrise qui doit s'appeler végétation abondante, ou quelque chose du genre, mais même chose, il faut réussir un test de force. Et si le gardien n'a qu'une seule action disponible pour ce test, il peut le rater, et ça va être embêtant. Là, si le gardien a été déplacé avec le chercheur, il lui reste toutes ses actions, il peut effectuer toutes ses actions dans le lieu et se concentrer. S'il peut effectuer toutes ses actions pour combattre un ennemi qui, mettons, a un nombre de points de vie de 3, il va pas forcément jouer son coup vicieux pour tuer l'ennemi en une attaque. Il va se dire, j'ai 3 attaques, je fais 3 attaques qui infligent 2 dégâts. Comme ça, il me suffit d'en réussir 2, si j'en rate une, c'est pas un problème. Donc voilà, économie d'action, économie de ressources au sens large investies dans les tests, donc les vraies ressources ou les compétences ou les cartes défaussées pour attribuer des icônes, etc. etc. Donc cette carte-là, je la trouve géniale. Quelques idées de combos que j'ai eues. Alors bon, là je vous ai mis, comme d'habitude, vous regarderez sur ArkhamDB si vous voulez pour faire la recherche vous-même, vu qu'il y a beaucoup de résultats, toutes les cartes qui ont déplacé dans le texte, avec l'idée de voir les cartes qui disent déplacez-vous. L'idée étant que sa protection rapprochée, comme ça vous fait vous déplacer en même temps qu'un autre investigateur, plus il se déplace, plus vous tirez davantage, plus vous retirez davantage à cette carte-là. Donc j'ai essayé de trouver toutes les cartes qui font se déplacer un investigateur. La première, un grand classique, en tout cas pour moi, c'est raccourci de niveau 0. Bon, résumé, un événement rapide, vous le jouez uniquement pendant votre tour, vous choisissez un investigateur dans votre lieu, et vous le déplacez dans un lieu connexe. Donc, partons du principe que vous avez un duo gardien-chercheur, le chercheur il joue un raccourci sur lui, il se déplace, le gardien incline protection rapprochée, il suit le chercheur. Et du coup, pour 0 ressources, 0 action, vous avez déplacé vos 2 investigateurs dans le lieu connexe. Autre carte, pareil, autre grand classique pour moi, éclaireur. Un soutien de niveau 1, qui vous dit action rapide lors de votre tour si vous n'êtes pas engagé avec des ennemis, inclinez éclaireur, déplacez-vous vers un lieu connexe. Même chose, une fois que la carte est en jeu, ça vous coûte pas d'action pour déplacer les 2 investigateurs. Le raccourci de niveau 2, alors lui coûte 1, il s'attache à un lieu, au lieu dans lequel se trouve l'investigateur qui le joue, et le lieu gagne action rapide, incliné raccourci, se déplacer vers un lieu connexe. Donc mettons que le chercheur joue cette carte sur son lieu, il incline raccourci pour se déplacer vers le lieu connexe, il déplace le gardien. Et chaque fois que le chercheur utilisera raccourci pour quitter le lieu où raccourci est attaché, le gardien pourra le suivre. Une carte, ce coup-ci en truand, c'est garder la tête froide, un événement, niveau 0, qui coûte 1, rapide, à jouer quand un ennemi devrait être généré dans votre lieu, déplacez-vous immédiatement dans un lieu connexe, l'ennemi est toujours généré dans le lieu où vous vous trouviez précédemment. Donc là plutôt avec un truand, mettons dans un deck Finn Edwards. Finn Edwards pioche un ennemi, il veut pas le combattre, il joue garder la tête froide, il se déplace vers un lieu connexe, et éventuellement le gardien dit ça présente pas d'intérêt de combattre cet ennemi-là, ça présente pas d'intérêt, je me suis interrompu, je vérifie un truc, ça présente pas d'intérêt de combattre cet ennemi-là, je vais me déplacer aussi. Alors le truc que je vérifiais, c'est que protection rapprochée, c'est pendant
le tour d'un investigateur. Un ennemi, donc il faut que ça soit un ennemi généré pendant votre tour, pas pendant la phase de mythe par exemple. Mais imaginons vous entrez dans un lieu, vous révélez le lieu et ça vous dit générer un ennemi cultiste, il est généré pendant le tour du truand et vous pouvez utiliser protection rapprochée. Par contre, si le truand utilise cette carte-là pendant la phase de mythe, c'est pas pendant son tour, du coup, protection rapprochée ne s'active pas. Alors par contre, gardez la tête froide de niveau 2, là c'est quand un ennemi entre dans votre lieu. Donc il n'y a pas besoin que ça soit généré, ça peut être n'importe quel... Pas besoin que l'ennemi soit généré, voilà, ça peut être un mouvement de l'ennemi, mais, même remarque, c'est pendant le tour, si vous voulez que protection rapprochée s'active, et je pensais d'un coup, la carte faiblesse de Finn, voilà, pris la main dans le sac, elle dit révélation, redressez chaque ennemi dans votre lieu ou dans un lieu connexe, chaque ennemi chasseur dans un lieu connexe se déplace de un lieu vers vous, si aucun ennemi ne se déplace grâce à cet effet, mélangez pris la main dans le sac dans votre deck. Et ben si, encore une fois, pendant votre tour, vous piochez pris la main dans le sac, un ennemi se déplace dans le lieu, enfin se déplace, il devrait entrer dans le lieu, Finn il joue garder la tête froide de niveau 2, il se déplace dans un lieu connexe, le gardien incline protection rapprochée, il se déplace avec Finn. En survivant, on a bien sûr les chaussures de course, voilà, soutien niveau 0, plus 1 d'agilité, réaction. Après vous être déplacé mais avant que les ennemis dans votre nouveau lieu ne vous engagent, inclinez les chaussures de course, effectuez un test d'agilité 3, en cas de réussite, déplacez-vous vers un lieu connexe. Donc là, imaginons que vous avez, je sais pas, disons Roland Banks en duo avec Wendy Adams. Wendy est dans le même lieu que Roland Banks. Elle choisit de se déplacer. Roland active protection rapprochée. Il se déplace avec elle. Elle entre dans ce lieu dans lequel se trouvent des ennemis. La mention, je crois que c'est dans l'errata. Voilà, ils disent toute la mention avant que les ennemis ne vous engagent s'indique le timing. Ça veut dire que cet effet des chaussures de course s'active après l'étape je rentre dans le lieu, mais avant l'étape engagement. Du coup, avant l'étape engagement, pour tout le monde, tel que moi je le comprends. Alors peut-être qu'il y aura un errata à ce sujet, mais moi il me semble que c'est assez clair. Wendy Adams se déplace, Roland active protection rapprochée, il la suit dans le nouveau lieu. Une fois que l'étape entrée dans le nouveau lieu est terminée, la réaction des chaussures de course s'active. Wendy fait son test d'agilité 3, sachant que de base elle a 4 et que les chaussures lui donnent plus 1 et que probablement elle a d'autres choses pour se donner des bonus, elle a de bonnes chances de réussir. Si elle réussit, elle se redéplace et Roland peut la re-suivre. Donc en une action de Wendy, vous avez déplacé Wendy et Roland de 2 lieux en évitant l'engagement avec des ennemis. Autre carte survivant, l'appât de niveau 3, un événement qui coûte 1, très tactique. Choisissez une option échapper à. En cas de réussite et si l'ennemi est non élite, échappez-lui et déplacez-le vers un lieu connexe. Ou échapper à utiliser uniquement sur un ennemi non élite dans un lieu connexe. En cas de réussite, échappez à cet ennemi et échangez de lieu avec lui. Alors, le cas qui nous intéresse, c'est le deuxième. Vous faites une tentative d'évasion sur un ennemi non élite. Si vous réussissez, vous lui échappez, donc il est incliné, et vous échangez de lieu avec lui. Mais si vous échangez de lieu avec lui, ça veut dire que vous le déplacez et que vous vous déplacez. Sur la carte protection rapprochée, déplacer n'est pas en caractère gras. Il n'y a pas marqué action de déplacement. Du coup, toujours pareil tel que je le comprends, et je le jouerai comme ça à moins qu'un errata dise le contraire, mais pour moi, encore une fois, ma compréhension des règles fait que c'est assez évident qu'il suffit que l'investigateur se soit déplacé. Il n'a pas besoin d'avoir fait une action de déplacement. À partir du moment où il a été déplacé par un effet, ça compte pour l'activation de protection rapprochée. Donc là, même raisonnement, allez, on continue avec Wendy. Elle est dans un lieu connexe, il y a un ennemi non élite, elle utilise appât de niveau 3, elle réussit son évasion, elle se déplace vers le lieu de cet ennemi, Roland active protection rapprochée, il se déplace avec elle,
et l'ennemi non élite, qui est incliné vu que l'évasion a réussi, il est déplacé dans le lieu où les deux se trouvaient. Et là, ça a l'avantage, l'ennemi... Alors bon, on a échappé à l'ennemi, on s'est déplacé, et il va... pendant la phase d'ennemi, il n'est pas redressé, donc ça donne un petit peu de répit. Imaginons que dans le duo, c'est Wendy qui fasse les enquêtes. En temps normal, on dirait, l'enquêteur, il fait ses enquêtes et il laisse le combattant s'occuper de tous les ennemis. Là, il y a l'idée, la combinaison des deux cartes, appât et protection rapprochée, fait que l'enquêteur gère l'ennemi pour les deux, on va dire. On va dire ça comme ça. Bref, les investigateurs qui sont particulièrement intéressants pour la combo. Alors le premier auquel j'ai pensé, moi, c'est Ursula Downs, l'exploratrice. Pourquoi ? Parce que, elle a une réaction après que vous vous êtes déplacé vers un lieu, effectuer une action enquêtée, limite d'une fois par round, et l'effet de son signe des anciens est +1. Après la fin de ce test, vous avez le droit de vous déplacer vers un lieu connexe. Chaque fois qu'elle se déplace, elle peut faire une action d'enquête, en plus donc de ses 3 actions habituelles. Donc ça va inciter à la faire se déplacer. On va pas forcément se dire me déplacer serait gâcher une action, du coup je reste dans le lieu et j'attends le prochain round pour me déplacer. Non, même si Ursula utilisait 2 actions qui lui en reste plus qu'une, elle utilise sa dernière action pour le déplacement et ça va quand même lui permettre de faire une autre enquête. Et chaque fois qu'elle va tirer un signe des anciens, potentiellement elle va se déplacer et du coup, le gardien pourra se déplacer avec elle. Toujours la même remarque, c'est marqué, je ressors la phrase exacte, lors du tour d'un autre investigateur. Du coup, si Ursula, elle pioche un signe des anciens pendant autre chose que la phase d'investigation, ou même pendant la phase d'investigation mais pas pendant son tour, ça ne marche pas. La deuxième, c'est Rita Young, l'athlète. Pourquoi ? Rita Young, elle a 5 d'agilité. Elle a une réaction. Après avoir échappé à un ennemi, soit vous infligez un dégât à cet ennemi, soit vous vous déplacez vers un lieu connexe, limite d'une fois par round, et le signe des anciens lui permet d'ignorer la limite d'une fois par round de sa réaction. Rita Young, une partie de sa méthode de gestion des ennemis, ça va être de leur échapper, puis de se déplacer. Donc, des déplacements, autre chose, avec 5 d'agilité de base, elle donne vraiment envie de mettre les chaussures de course, et là, j'ai déjà expliqué en quoi les chaussures de course sont très intéressantes. C'est-à-dire que en cumulant les deux, vous pouvez, que je dise pas de bêtises, Rita Young utilise sa première action pour se déplacer, donc première occasion pour le gardien de la suivre, elle entre dans un lieu, les chaussures de course s'activent, deuxième occasion pour le gardien de la suivre, troisième action, elle fait une évasion, deuxième action, elle fait une évasion, elle réussit, elle se déplace, troisième occasion de suivre pour le gardien, et troisième action, mettons qu'elle revient dans le lieu de l'ennemi auquel elle vient d'échapper, quatrième occasion pour le gardien de suivre. Et là, le gardien, s'il joue après elle dans la phase d'investigation, il commence son tour dans un lieu avec un ennemi incliné qui peut attaquer tranquillement. Par exemple, si c'est un ennemi avec riposte. Alors, première carte chercheur, c'est la perfection vient de l'entraînement. C'est un événement de niveau 0 qui coûte 1, qui a les traits stratagème et tactique. Rapide à jouer lors d'un test de compétences dans votre lieu. Cherchez une compétence entraînée parmi les 9 cartes du dessus de votre deck et attribuez-la à ce test si possible. Mélangez les cartes restantes dans votre deck. Après la fin de ce test, en cas de réussite, ajoutez cette compétence à votre main au lieu de la défausser. Tout d'abord, les compétences entraînées, triées par classe. On a coup vicieux, meneur d'hommes, prendre l'initiative, déduction, essence onirique, coup étourdissant, brelandasse, élan, porte-flingue, déferlement de puissance, extatique, prophétisé, maîtrise et perception. Et également effort de guerre, la carte avantage de Mark Carrigan. Donc, cette carte-là, moi, je la trouve vraiment très intéressante. Ça vous coûte une ressource, mais aucune action. Vous allez chercher une compétence parmi 9 cartes, une compétence entraînée. Si vous en trouvez une et que vous pouvez l'attribuer au test, vous le faites. Si vous pouvez pas, vu la façon dont c'est rédigé, si vous pouvez pas attribuer, il se passe rien.
Comme vous attribuez cette carte, vous avez de meilleures chances de réussir votre test. Éventuellement, la carte vous procure un bonus en cas de réussite. Et si vous réussissez le test, ce qui est plus facile parce que vous avez attribué une carte compétence de plus, vous gardez la compétence dans la main. Au lieu de la défausser, du coup, vous pourrez la réutiliser. Notamment la réutiliser lors de l'action suivante, c'est quand même assez fréquent, surtout en duo ou en multi, de faire 2 fois de suite la même action. Si vous jouez chercheur, par exemple, vous faites une enquête, vous jouez la perfection vient de l'entraînement, vous regardez dans les 9 cartes du dessus de votre deck, vous trouvez une carte déduction, vous l'attribuez au test, ça vous donne plus en intelligence, donc de meilleures chances de réussir. Si vous réussissez, vous gagnez 2 indices, la carte déduction reste dans votre main et vous pouvez faire de nouveau une enquête et attribuer déduction. Pour une carte de niveau 0, je trouve ça génial, et comme pour toutes les classes, sauf pour survivant, il y a plusieurs cartes ciblables. Vous avez quand même de bonnes chances de trouver une cible. Par exemple, dans un deck chercheur, dans un deck chercheur, vous aurez probablement 2 copies de déduction et 2 copies de perception. Donc 4 cartes dans un deck de 30 cartes, sachant que vous regardez sur un tiers du deck. Comme c'est une carte tactique, je pense que c'est un très bon choix pour Mark Harrigan. Bon, il peut inclure la carte vu que c'est tactique, et pour Mark Harrigan, ça servira pour coup vicieux niveau 0 ou 2, pour meneur d'hommes, pour prendre l'initiative, pour effort de guerre, maîtrise ou perception. Bon, coup vicieux, c'est assez évident, hein. S'il combat, ça lui permettra de faire plus de dégâts. Meneur d'hommes, c'est attribuable à n'importe quel test, mais l'idéal, ça serait quand même de l'attribuer au test d'un autre investigateur. Mais imaginons que vous avez beaucoup pioché dans votre deck qui est plus trop épais, et que vous savez que vous avez 2 copies de meneur d'hommes dans votre pioche, vous jouez j'arrive pas à retenir le nom, vous jouez la perfection vient de l'entraînement, vous cherchez dans les 9 cartes du dessus de votre deck qui n'en compte plus que, mettons, 12, vous trouvez un exemplaire de meneur d'hommes, et vous attribuez ça au test d'intelligence d'Akashi Oniele qui est en train de faire une enquête au rituel de recherche, par exemple. Sur prendre l'initiative, ça serait une assez bonne chose, dans la mesure où c'est une compétence qui a des icônes libres, donc utilisable pour n'importe quel test, et qui en plus en a jusqu'à 3. Mais évidemment, faudrait révéler ça lors de votre première action du tout. Effort de guerre, pas grand chose à en dire, ça l'aide beaucoup pour combattre un ennemi bourrin. Maîtrise, ça aide au combat, et perception, si vous le jouez en solo, c'est quand même assez probable que vous mettiez 2 copies de perception. Deuxième carte chercheur, recherche poussée, un événement de niveau 1 qui coûte 10, c'est le record de la carte la plus chère, qui a le trait perspicacité, 2 icônes d'intelligence, réduisez de 1 le coût pour jouer recherche poussée pour chaque autre carte dans votre main. Découvrez 2 indices dans votre lieu. Alors, petit aparté, sur l'image, il y a visiblement Minty Fan et Mandy Thompson. C'est amusant, des fois sur certaines cartes d'Arkham, on a l'impression qu'on vous montre avec quoi l'utiliser. Par exemple, sur Scène de crime, vous avez une représentation d'Alice Luxley, et effectivement, Scène de crime et Alice Luxley combinent bien ensemble. Sur Occupe-toi de celui-là, il y a visiblement Finn Edwards, et c'est une bonne carte pour Finn Edwards. Cette carte-là, elle vous permet de découvrir 2 indices sans test dans votre lieu, mais pour un coût de base de 10. Ce coût de base est diminué pour chaque autre carte dans la main. Alors on va comparer à quelques autres cartes qui permettent comme ça de trouver des indices sans test. Donc pareil, il y a une recherche sur les cartes qui contiennent le mot découvrir dans le texte. Et celle que j'ai notée, il y a suivre son intuition de la boîte de base. Vous payez 2, c'est rapide, vous découvrez un indice. Il y a l'étudiante en art, un allié qui vous coûte 2. Quand il entre en jeu, vous découvrez un indice dans le lieu. Et en plus, c'est un petit tampon à dégâts et à horreur. On a aussi établir des connexions, un événement qui coûte 4, qui est rapide, à jouer après que vous avez découvert le dernier indice restant dans votre lieu. Découvrez 2 indices dans un lieu ayant une valeur occulte imprimée inférieure à celle de votre lieu. Il y a aussi le pendentif de la reine. Alors bon, vous regarderez ma vidéo sur les dévoreurs de rêves pour voir comment on le met en jeu, combien ça coûte, etc. Mais ça a 3 charges, et action rapide, incliner le pendentif de la reine et dépenser une charge.
choisissez un lieu révélé et choisissez une des options suivantes. Déplacez-vous vers ce lieu, découvrez un indice dans ce lieu ou échappez automatiquement un ennemi dans ce lieu. Donc au final, 3 indices sans test dans des lieux à distance potentiellement tant qu'ils sont révélés. 2 indices sans test, c'est intéressant, ça tient pas compte de la valeur occulte du lieu. Vous pouvez être dans un lieu avec une valeur occulte de 3, 5, 7, 9, ça marche. Le gros problème c'est le coût. Ça va impliquer d'avoir beaucoup de cartes en main. Alors les chercheurs, ils ont quand même pas mal de solutions de pioche. Je vais pas toutes les évoquer, mais je vais simplement dire que moi, quand j'ai vu cette carte-là, j'ai immédiatement pensé à un style de deck que j'ai un peu creusé, que je vais continuer à creuser parce que vraiment je me régale, ce que moi j'appelle le deck Minty-Fan studieuse et aux mains pleines. Alors là, je vous mets un exemple, j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos. Le but de ce deck-là, c'est que Minty-Fan ait en permanence un maximum de cartes en main, ce qui fait que quand il y a un test important, fait par le combattant ou par elle-même, elle a toujours une carte compétence à attribuer. Vous avez un test alors je regarde ce que j'ai mis comme carte dedans, un test de volonté important, elle a une copie de cran dans sa main. Vous voulez faire une enquête difficile, elle a curiosité en main. Un test d'agilité, elle a réelle compréhension, et si elle réussit, elle va trouver un indice dans le lieu. Voilà. Et ce lieu qui fonctionne notamment avec sérum d'amplification des rêves, qui va faire de la pioche et qui va permettre aussi de stocker des cartes en main au-delà de la limite habituelle, et aussi nourrir l'esprit pour la pioche. Ce deck-là, donc, on va dire en rythme de croisière, il a 10, 12, voire 14 cartes en main. C'est-à-dire que dans ce deck-là, si la partie se passe bien, que je retrouve le nom de la carte, voilà, recherche poussée, dans mes decks de ce type-là, quand je la joue, ça coûte 0. Voilà. Je suis dans un lieu avec une valeur occulte élevée, je compte combien j'ai de cartes en main, j'en ai 12. Parmi les 12, il y a recherche poussée. Je la joue gratuitement, ça me prend quand même une action, et je récupère 2 indices. Sachant que si j'ai plein de cartes en main, la pioche est très fine, et je peux essayer, entre le fait que j'ai des soutiens en jeu, le sérum d'amplification des rêves, le lexique occulte, une loupe, 1 ou 2 alliés, etc. J'ai plein de cartes en main, je vais peut-être avoir une rotation de 15 cartes entre le deck et la défausse, et du coup la possibilité de repiocher assez rapidement en recherche poussée. À noter, j'ai pas insisté là-dessus parce que j'ai l'impression que j'insiste à chaque fois, recherche poussée c'est perspicacité. Donc rejouable avec mémoire eidétique, une réduction de 2 si c'est dans le deck intuition de Joe Diamond, et il y a aussi la carte mystique qui interagit avec, je crois que c'est Devermis Mysteris de mémoire. Bon, enfin bref, moi cette carte-là, je la trouve très excitante, j'ai hâte de la rajouter à mon deck Minty-Fan. Voilà, alors, carte truand, on commence par Brelandas, c'est une compétence de niveau 1 qui a un icône libre, Myriade. Si vous attribuez 3 exemplaires de Brelandas à un test de compétence, ce test réussit automatiquement. Ne révélez pas de pions KO de la réserve du chaos. Ensuite, piochez 3 cartes et gagnez 3 ressources, maximum d'une fois par test. Je dis rogues parce que les mots-clés de recherche sur ArkhamDB sont en anglais. Les truands, comme compétence, ils ont, regardez ça, astuce, Brelandas, Daredevil, c'est, en français, je crois que c'était traduit par casse-cou. Élan, le tout pour le tout, opportuniste, porte-flingue, présence d'esprit et qui tout double. Déjà, leur Brelandas rejoint la longue liste de leurs compétences avec un icône libre. C'est très intéressant, c'est-à-dire qu'ils vont pouvoir l'attribuer à n'importe quel test. C'est un petit +1, mais si vous attribuez les 3, ça vous fait une réussite automatique. Vous tirez pas de pion du chaos. Alors, ça il faudrait que je cherche dans le livre de règles. Là je l'ai pas sous la main. Il faut aussi que je regarde dans les FAQ et précisions. Réussite automatique et ne pas piocher de jetons du chaos, faudrait voir ce que ça implique sur la réussite. Est-ce que comme vous piochez pas, vous comparez? Est-ce qu'on considère que vous avez réussi de 0? Est-ce qu'on considère que vous avez réussi de l'écart entre votre compétence et la difficulté? Je sais pas, ça c'est un truc à chercher.
mais toujours est-il que cette carte-là, voilà, ça peut vous donner un bonus à n'importe quel test. Du coup, déjà moi ça me donne envie de mettre ça dans un deck méga test. Alors là je vous ai mis quelques cartes qui incluent le texte 2 ou plus. Voilà. Même chose, j'ai déjà évoqué ce méga test dans plusieurs vidéos, donc je vais pas faire la liste de toutes les cartes que je vous montre là. Et si vous choisissez d'attribuer les 3 cartes pour une réussite automatique, déjà vous piochez 3 cartes, donc vous regarnissez votre main, enfin vous avez attribué 3 compétences et vous piochez 3 cartes, donc vous remplacez les cartes, et ensuite vous gagnez 3 ressources, alors que engager les 3 cartes dans le test ne vous coûtait rien, du coup vous faites un gain de ressources. Et là pour le coup, ça donne envie de faire ça dans un deck Mégathune. Alors les decks Mégathune vont vouloir attribuer les 3 copies de Brelandas pour gagner 3 ressources, pour en tirer avantage en combo avec d'autres cartes. Par exemple, Dario El-Amin, dès que vous avez 10 ressources, il vous donne plus 1 de volonté, plus 1 d'intelligence. Vous avez Flambeur, vous dépensez 3 ressources, vous inclinez Flambeur, vous gagnez plus 2. Si vous réussissez, vous récupérez vos ressources. Mais la première fois, il faut quand même 3 ressources pour le financer, et au bout d'un moment, vous raterez votre test, vous perdrez vos 3 ressources, et il faudra les remplacer, pour pouvoir continuer à utiliser Flambeur une fois par tour. Il y a aussi Relation Influente, voilà. Action rapide inclinée, relation influente, vous gagnez plus 1 votre valeur de compétence pour ce test pour chaque groupe de 5 ressources que vous possédez. Brelandas va vous en fournir 3, enfin la triplette de Brelandas va vous fournir 3 ressources et va vous permettre d'augmenter le bonus de relation influente. Et il y a aussi l'argent et roi qui vous permet de faire un test à nombre de ressources divisé par 2. Là, je vous montre un exemple de deck Finn-Edwards solo Mégathune et Mégatest. Donc voilà, qu'est-ce qu'il y a ? Le cran d'arrêt pour profiter de la réussite large pour faire 2 dégâts d'un coup. Lola Santiago qui dépense les ressources pour trouver automatiquement des indices. Flambeur pour avoir les bonus. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Regardez ça pour donner des bonus. Ah oui, j'ai oublié. Relation influente donc pour des bonus au test. Et puis 12 compétences pour booster les tests de compétences. Et dans ce deck-là, éventuellement, je pourrais considérer le rajout du Brelandas. Deuxième carte truand, c'est Cambriolage de niveau 2. Alors, Cambriolage de niveau 0, c'était dans la boîte de base. C'est un soutien qui coûtait 1. Trait talent illicite, action incliné cambriolage enquêté. En cas de réussite, au lieu de découvrir des indices, gagnez 3 ressources. La carte vous coûte 2 expériences de plus, elle gagne un icône d'intelligence, et maintenant c'est action incliné cambriolage enquêté, en cas de réussite, au lieu de découvrir des indices, gagnez 2 ressources, plus 1 ressource supplémentaire pour chaque point de réussite jusqu'à un maximum de 3 ressources. Si vous comparez les deux, si vous réussissez tout juste, le cambriolage de niveau 2 ne vous rapporte que 2 ressources au lieu de 3, donc c'est moins intéressant. Si vous réussissez avec une différence de 1, c'est 3 ressources, c'est aussi intéressant. Il faut donc réussir avec une différence de 2 ou 3 pour que ça soit plus intéressant. Mais si vous réussissez avec une différence de 3, ça vous fait 5 ressources d'un coup. Passer de n ressources à n plus 5, avec relation influente, ça vous fait passer de plus n sur un test à plus n plus 1. Donc c'est dans un deck méga test, c'est comme ça que vous allez financer votre relation influente. À noter que pour réussir avec une grosse différence, il faut réussir donc largement l'enquête, et il y a des cartes qui vont pouvoir baisser la valeur occulte du lieu pour vous garantir la réussite. Vous avez la clé squelette qui permet de fixer la valeur du lieu occulte à 1, donc là pour réussir avec une différence de 3 ou plus, c'est moins dur. Et vous avez la carte assez peu utilisée mais que moi j'aime beaucoup pour un groupe de 3 ou 4 investigateurs, vision ésotérique, voilà. Action rapide tant qu'un investigateur effectue son tour, dépensez une charge, votre lieu perd 2 de valeur occulte jusqu'à la fin de ce tour, limite d'une fois par tour. Donc vision ésotérique va baisser de 2 la valeur occulte du lieu dans lequel se trouve l'investigateur qui la joue. Finn, je prends toujours son exemple, est dans ce lieu-là, il fait une enquête avec cambriolage de niveau 2, si le lieu avait une valeur occulte de 2, la valeur occulte c'est 0. De base, il a 4
4 d'intelligence, il a sûrement un boost, par exemple Milan Christopher, il a 5, moins 2, 3 contre 0, et ben il gagne ses 5 ressources, et maintenant il a encore 2 actions pour faire de vraies enquêtes pour trouver des indices. À noter aussi que, avec cambriolage de niveau 2, vous faites une enquête facile pour gagner plein de ressources, et ensuite vous allez dépenser ces ressources pour trouver un indice grâce à l'Olias Santiago, sans test. Disons que vous êtes dans un lieu qui a une valeur occulte de 1. Finn Edwards, je reste sur son exemple vu que c'est un bon enquêteur, qui a 5 qui s'est mis à 5 d'intelligence. Il fait son enquête, mettons qu'il réussit de 2, il gagne 4 ressources, et ensuite il dépense une de ses ressources pour que Lola Santiago trouve un indice. Du coup, en une action, il a eu un indice et 3 ressources. Allez, maintenant les cartes mystiques. Lame spectrale, c'est un événement de niveau 0 qui coûte 2. Trait, sort. Combattre, ajoutez votre volonté à votre valeur de compétence pour cette attaque. Immédiatement avant cette attaque, vous avez le droit d'engager l'ennemi attaqué. Cette attaque inflige plus 1 dégât, plus 2 dégâts à la place si l'ennemi est non élite. C'est du combat. Les mystiques ont le potentiel d'être polyvalents, donc une carte de combat ça peut les intéresser. Autre chose, la meilleure solution de combat des mystiques c'est flétrissement, mais ça n'a que 3 charges de mémoire au niveau 0. Donc une autre solution c'est toujours la bienvenue. Comme vous ajoutez votre volonté à votre force, vous avez de bonnes chances de réussite. Les mystiques ont rarement une force très importante, mais normalement une volonté qui l'est. Un mystique, je ne pense pas qu'il y en ait un seul avec moins de 3 de volonté, et ils montent parfois jusqu'à 5. À côté de ça, peut-être que leur force ne monte jamais au-dessus de 3, mais la combinaison des deux donne pour plusieurs 6 ou 7. Donc c'est un test que vous faites à 6 ou 7 contre la difficulté ennemie. Sachant aussi que les mystiques ont pas mal de cartes de boost de la volonté, donc vous pouvez faire une attaque à 8 ou même 9 contre la force de l'ennemi. Niveau dégâts, ça va faire 2 dégâts, ce qu'on veut de chaque attaque, voire 3 si votre ennemi est non élite. Or, des ennemis non élites avec 3 points de vie, il y en a quand même pas mal. Le 3e dégât ne sera pas gâché. Un avantage intéressant aussi, c'est que vous pouvez engager l'ennemi attaqué. Engager l'ennemi attaqué, déjà, normalement c'est une action. Là, vous économisez cette action. Du gain d'action, c'est toujours bien. Ensuite, ça peut vous permettre de libérer un autre investigateur. Le mystique commence, il joue l'âme spectrale sur un ennemi engagé avec le chercheur, il récupère l'ennemi, il lui fait des dégâts, si le test de combat est réussi, il finit ses actions, et quand c'est au tour du chercheur, il n'est plus engagé. Donc engager peut vous servir à libérer un autre investigateur. Engager gratuitement vous permet aussi de combattre un ennemi distant. Alors des ennemis distants avec beaucoup de points de vie, j'en ai pas en tête, mais imaginons, il y a un engoulevent de Dunwich qui vous pose vraiment problème, vous entrez dans le lieu, vous jouez cette carte-là, vous décidez d'engager l'engoulevent et ensuite vous le combattez. Donc la carte a des effets très intéressants. Maintenant voyons voir un peu qui ça peut intéresser. Ah pardon, j'oublie un truc d'abord. Diana Espérance, c'est un soutien de niveau 3. J'entre pas dans les détails, mais elle a utilisation 3 secret. Réaction, attacher un événement sort non faiblesse de votre main à Diana Espérance, limite de un événement attaché à elle. L'événement attaché peut être joué comme s'il était dans votre main. Il n'est pas placé dans votre pile de défausse après avoir été joué, il reste attaché. En tant que coût supplémentaire pour jouer l'événement attaché, inclinez Diana Espérance et dépensez un secret. Donc Diana Espérance, elle peut faire jouer 3 fois, voire plus si vous la rechargez en secret, un événement qui lui est attaché. Vous pouvez lui attacher la lame spectrale, oui c'est ça la lame spectrale, pour à 3 reprises faire cette attaque qui peut à chaque fois faire 3 dégâts. Les investigateurs, alors la petite liste, triée par classe, et dans l'ordre, qui va être intéressé par la lame spectrale. Zoé Samaras, elle est gardien, mais elle peut inclure des cartes hors classe. Elle a 4 de volonté, elle a 4 de force. Du coup, elle attaque à 8, et elle peut faire 3 dégâts. C'est un gardien, donc elle aura probablement des boosts de force. Si elle a un flic en patrouille en jeu, elle attaque à 9. Si elle a le badge de police et le flic en patrouille, elle attaque à 10. Donc voilà, ça peut être énorme avec elle. Autre investigateur, je crois que
Je crois que Zoé c'est la seule en dehors de la classe mystique qui trouve la carte intéressante. Maintenant chez les mystiques, on a Agnès Baker, 5 de volonté, 2 de force, donc ça fait 7. Jim Culver il a 4 et 3, ça fait aussi 7. Akashi Onyele elle a 5 et 3, ça fait 8. Et Diana Stanley de base elle a 1 et 3, mais elle peut avoir jusqu'à plus 5 en volonté, dans ce cas-là elle est à 9 au total. Et encore une fois, comme tous les mystiques, il est possible qu'elle ait des bonus à droite à gauche. En plus de ça, comme elle a le droit des cartes gardien de niveau 0 à 2, il est possible qu'elle ait en jeu du boost de volonté et du boost de force, et également des compétences, des compétences gardien en main. Diana Stanley, si elle est bien installée, elle a 5 cartes face cachée sous sa carte investigateur, donc une volonté de 6, et en jeu elle a la clé de Saint-Hubert et un flic en patrouille. Donc elle a 7 de volonté et 4 de force, ce qui lui fait 11. Si elle attribue coup vicieux de niveau 2, elle fait une attaque à 13. Et si c'est contre un ennemi non élite, elle fait 1 de base pour l'attaque, 2 de plus pour l'âme spectrale, que je vérifie, oui. Et si c'est réussi, perdu ma page, voilà, mon onglet, si c'est réussi, avec une différence de 2 ou plus, elle refait 2 dégâts grâce à coup vicieux de niveau 2. Donc Diana Stanley, il est possible que pour 2 ressources, elle attaque à 13 contre la difficulté, c'est-à-dire la valeur de combat du monstre, et qu'en cas de réussite, avec une différence de 2 ou plus, elle fasse 5 dégâts. Voilà, donc c'est une carte, là où que la première fois que je l'avais vue, je m'étais dit ouais, ok, sympathique, mais là je me rends compte que ça peut être énorme. Et évidemment, il faut que ça soit dans le bon deck, il faut que ça tombe au bon moment, un deck qui a des bons bonus, mais ça peut être énorme. Imaginez, voilà, je vous disais Diana Espérance, elle rentre dans un deck Diana Stanley. Donc là, vous êtes sur du 3 combats à 13 contre difficulté sur l'ensemble de la partie. Autre chose, l'âme spectrale, c'est un sort avec tous les avantages que ça procure. C'est-à-dire, encore perdu mon onglet, voilà. C'est-à-dire que c'est tutorable avec l'initié aux arcanes, c'est-à-dire que vous pouvez le jouer avec le savoir c'est le pouvoir, ça veut dire, il me semble que j'en oublie un, oui, c'est-à-dire que vous pouvez booster le test avec Atame spirituel de mémoire, etc., etc. La carte semble d'un coup être une être une solution de combat de secours très efficace, un peu comme j'ai un plan chez les chercheurs. Carte suivante, mot de commandement. C'est un événement de niveau 2 qui coûte 2, trait sort, ça n'a pas d'icône. Nommez une carte sort, cherchez un exemplaire de la carte nommée dans votre deck et piochez-la, mélangez votre deck. Bon c'est un tuteur à sort. Vous cherchez sur tout votre deck. Comme tuteur à sort, je le disais il y a 2 minutes, on a l'initié aux arcanes, mais elle cherche sur les 3 premières cartes. Les sorts chez les mystiques, c'est énormément de cartes, je regarde, chez les mystiques ou pas d'ailleurs, d'après ArcamDB, il y a 67 cartes avec le trait sort. Bien sûr, je vais pas toutes les nommer, je vais nommer seulement les plus percutantes, celles qui peuvent retourner le cours d'une partie ou celles qu'on veut à tout prix avoir à un moment donné. Éclipse sanglante, vous combattez à la volonté au lieu de la force. Vous pouvez subir jusqu'à 3 dégâts en tant que coup supplémentaire, et pour chaque dégât, vous avez plus en volonté et vous infligez plus en dégâts pour l'attaque. Donc ça peut être pour une seule ressource, une attaque à volonté plus 3 et dégâts plus 3, si vous acceptez de prendre 3 dégâts. Il y a aussi Atrophie, une solution de combat qui n'utilise pas de charge, qui vous donne plus de volonté pour chaque attaque, ça fait les dégâts qu'un par un, bon. J'ai déjà parlé de l'efficacité de cette carte là par rapport à d'autres. Les brumes de relier, 5 charges pour faire des évasions. Le saut du 7ème signe, qui permet de sceller l'échec automatique pendant un certain temps. Et nier l'existence de niveau 5, qui vous permet d'annuler des aspects et ensuite de les jouer à l'inverse. Vous devriez subir 5 dégâts, et ben non, à la place vous soignez 5 dégâts.
vous devriez défausser toute votre main et dans votre main il y a 8 cartes, et bien à la place vous piochez 8 cartes. Voilà, qu'est-ce que j'ai mis d'autre? Et oui, ça va, celle-là aussi, elle combat très bien avec Diana Espérance. Voilà, vous jouez Diana Espérance, mais vous n'avez aucune carte sort, aucun événement sort à lui attacher pour le rejouer plusieurs fois. Et ben, grâce à mode commandement, vous allez chercher dans votre deck le sort que vous voulez rejouer plein de fois avec Diana Espérance. Typiquement, nier l'existence de niveau 5. Carte survivant, la première c'est Pierre de Lune, un soutien de niveau 0 qui coûte 3, qui occupe un emplacement d'accessoires, trait, objet, relique, contrée du rêve. Vous gagnez plus 1 de volonté et plus 1 d'agilité. Vous ne pouvez ni jouer ni attribuer la pierre de lune depuis votre main. Réaction, après que vous avez défaussé la pierre de lune de votre main, jouez-la, en payant son coût. Cette carte-là vous fournit les mêmes bonus que Peter Sylvestre de niveau 2. Peter Sylvestre de niveau 2 aussi coûte 3, il occupe un emplacement d'allié et lui se soigne régulièrement. Mais les deux boosts vont être intéressants, surtout l'agilité quand vous avez un survivant qui fuit le combat. Alors la volonté servira toujours à résister au deck de rencontre. Le problème de la pierre de lune, c'est la façon de la jouer. Vous ne pouvez pas la jouer tranquillement de façon standard depuis votre main. Vous devez attendre qu'elle soit défaussée pour pouvoir la jouer. Du coup, vous ne voulez pas attendre, vous voulez l'intégrer dans un deck dans lequel la défausse c'est un aspect important. Et ben dans l'ordre de parution, vous avez, comme un investigateur pour qui c'est facile, vous avez Wendy Adams. Réaction, quand vous révélez un pion KO, choisissez défausser une carte de votre main, annulez l'effet de ce pion et remettez-le dans la réserve du KO, révélez un nouveau pion KO, limite une fois par test ou capacité. Wendy n'est pas contente du jeton qu'elle a pioché, elle défausse la pierre de lune, comme la pierre de lune vient d'être défaussée LP3, elle la met en jeu. On a aussi Ashcan Pit, action rapide, défausser une carte de votre main, redresser un soutien que vous contrôlez, limite d'une fois par round. Il a utilisé Duke, il veut le réutiliser, il défausse la pierre de lune, IP3 et il met en jeu la pierre de lune. Sachant qu'Ashcan Pit, j'en discutais sur le forum je crois, j'ai entendu diverses personnes, notamment, je crois que c'était Shep, qui disaient Ashcan Pit a un bon profil pour être joué comme sorcier. Il a une volonté de base de 4, qui est pas mal. Par exemple, si vous jouez la pierre de lune, il passe à 5. Il a le droit à 5 cartes de niveau 0 autres que survivant. Il peut intégrer flétrissement de niveau 0 donc. Il peut intégrer rituel de recherche de niveau 0 ou n'importe quel autre sort n'importe quel sort mystique de niveau 0 qui lui permettra d'utiliser sa volonté. Bon, le truc c'est qu'Ashcan Pit, si moi je devais le jouer en solo avec l'objectif d'utiliser sa volonté, je serais tenté de lui donner plutôt la clé Saint-Hubert, la clé de Saint-Hubert, qui lui donnerait plus en volonté et plus en intelligence. Et enfin, parmi les tout derniers, on a Patrice Huffeway. Alors pardon, non, c'est pas en plus, pour moi c'est plutôt un contre-exemple. Patrice Huffeway, à la fin de chaque phase d'entretien, elle défausse les cartes non faiblesse de sa main. Donc on pourrait se dire, elle va finir par défausser la pierre de lune, et donc elle va pouvoir la mettre en jeu. Sauf que Patrice Huffeway, elle choisit pas quand elle défausse la pierre de lune, et si elle la défausse à un moment donné où elle a pas les ressources pour la payer, elle peut pas la payer, elle peut pas la mettre en jeu. Donc pour moi c'est le contre-exemple. Alors en dehors des survivants, c'est une carte qui peut aussi être intéressante pour Agnès Baker. C'est une mystique, donc elle tire avantage du bonus en volonté. Elle a 3 de base en agilité, donc un +1 pourra l'inciter à faire des tentatives d'évasion contre des ennemis avec des valeurs faibles. Et elle a accès aux cartes survivants, donc elle pourra utiliser la carte acculée pour défausser la pierre de lune. Bon, c'est vrai que j'aurais pu le mentionner avant, mais j'ai pas pensé. Mais elle a aussi accès au Parchemin des prophéties. Qu'est-ce que c'est ? C'est un soutien de niveau 0 qui occupe un emplacement de main, qui a 4 secrets, qui dit action, dépensez un secret, choisissez un investigateur dans votre lieu, il pioche 3 cartes et défausse ensuite une carte de sa main. Vous avez en main la pierre de lune, vous avez 3 ressources, vous savez que vous pouvez vous permettre de défausser la pierre de lune et la jouer dans la foulée. Du coup, vous
Vous utilisez le parchemin des prophéties, vous piochez les 3 cartes, c'est la pierre de lune que vous défaussez, vous payez vos 3 ressources, vous la mettez en jeu. Une remarque que j'ai trouvée, je crois que c'est là, dans la reviews de la pierre de lune, quelqu'un met « c'est une relique, donc vous pouvez l'attraper avec Ellie ». Ben oui, la pierre de lune a le trait relique, du coup vous pouvez utiliser le docteur Ellie Horowitz. Réaction après l'entrée en jeu du docteur Ellie Horowitz, cherchez un soutien relique parmi les 9 cartes du dessus de votre deck et attachez-le lui, mélangez votre deck. Aucun soutien relique n'occupe d'emplacement, mais il est tout de même considéré comme étant en jeu et sous votre contrôle. Vous posez le docteur Ellie Horowitz, vous regardez parmi les 9 premières cartes, il y a la pierre de lune, vous l'attachez au docteur Ellie Horowitz, la pierre de lune est considérée comme étant en jeu, donc elle vous donne vos bonus. Elle n'occupe pas d'emplacement, donc elle n'occupe pas votre emplacement d'accessoires, et vous pouvez utiliser autre chose à côté. Mettons, que je prends un exemple, mettons la patte de lapin, ou le totem macabre, ou la dent d'Esli, peu importe. Et vous n'avez pas eu à vous soucier de défausser la pierre de lune, et vous n'avez pas eu non plus à la payer. Bon, vous avez payé le docteur Ellie Horowitz, mais le docteur Ellie Horowitz vous servira de tampon. Et, si je dis pas de bêtises, je vais quand même vérifier la carte pierre de lune. Ah non, pardon. La carte pierre de lune, faut la défausser depuis la main. Donc quand le docteur Ellie Horowitz part à la défausse, vous défaussez la pierre de lune qui lui est attachée, mais vous ne pouvez pas la jouer à ce moment-là, vu qu'elle est défaussée du jeu et pas de votre main. Le docteur Ellie Horowitz va chercher des cartes dans le deck, du coup, bien entendu, on pense à Mandy Thompson. Au lieu de chercher parmi 9 cartes, vous pouvez aller chercher parmi 12 cartes. Ou alors, si vous avez beaucoup de reliques dans votre deck, vous cherchez 2 reliques parmi 9 cartes. Et vous pouvez, par exemple, vous retrouver avec attaché au Dr Ellie Horowitz 2 pierres de lune, parce que la carte n'est pas unique. Donc, la pierre de lune n'est pas unique, du coup, éventuellement, vous pourrez en avoir 2 attachées au Dr Ellie Horowitz. Le Dr Ellie Horowitz est une carte chercheur, la pierre de lune est une carte survivant, du coup les deux entrent dans un deck Minty Fan, mais je ne suis que moyennement convaincu. Minty Fan, elle a une volonté de 4 et il n'y a pas de raison qu'elle l'utilise tant que ça, elle a une agilité de 2, donc elle va pas trop compter dessus. La seule solution que je vois, c'est si vous essayez de faire un deck Minty Fan solo qui profite de l'accès aux cartes survivants pour jouer fortement l'évasion. C'est un pari risqué, mais bon. Deuxième carte survivant, c'est Regard acéré. Compétence de niveau 1, un icône d'intelligence, un maximum attribué par test de compétence. Tant que Regard acéré est attribué lors d'une action enquêtée basique, elle gagne 2 icônes d'intelligence et le texte. En cas de réussite à ce test avec une différence de 2 ou plus, découvrez un indice supplémentaire dans ce lieu. Ça rappelle Force Brute, c'est la même chose, mais pour les indices au lieu des dégâts. Rappel, une action enquêtée basique, c'est une action que vous faites, et qui n'est pas inscrite sur une carte. L'action enquêtée de la lampe torche, c'est pas une action basique. L'action enquêtée de faire avec les moyens du bord, ce n'est pas une action basique, etc., etc. Cette carte-là, dans toutes les circonstances, elle vous donne plus en intelligence. Si c'est pour une action d'enquête basique, elle vous donne 3, donc elle augmente fortement vos chances de réussir. Et si vous réussissez qu'une différence de 2 ou plus, vous avez 2 indices d'un coup. Comme pour Force Brute, c'est intéressant à partir du moment où vous avez une valeur de base qui n'est pas trop faible. À noter, comme d'ailleurs Force Brute, c'est une compétence innée, donc vous pouvez la renvoyer dans votre main avec la carte véritable survivant. Voilà, qui vous permet, vous payez 3, vous renvoyez 3 cartes compétences innées de la défausse dans la main. C'est une carte qui pourrait être très intéressante avec Minty Fan, parce que c'est une carte qui ne coûte qu'un XP. Minty Fan, moi je la joue avec assez peu de soutien. Je la joue pas par exemple avec Lampe Torche, je vais pas ça dépend des decks, mais je vais pas forcément lui donner beaucoup de cartes qui la font enquêter autrement, du coup, je dirais comme ça, de mémoire, que la plupart de mes enquêtes que je fais sont des enquêtes basiques. Donc voilà, elle fait une enquête basique, elle attribue Regard acéré, ça lui fait 7 d'intelligence.
Si elle réussit avec une différence de 2 ou plus, elle a 2 indices d'un coup. Sachant que donner des icônes en plus, et donc de gros boosts à ses tests, c'est un truc qu'elle sait bien faire. Si on regarde les autres investigateurs qui ont un intérêt à utiliser regard acéré, Tommy Muldoon, il y a accès, il a déjà 3 d'intelligence de base, donc s'il est sur un lieu avec une valeur occulte pas trop forte, il attribue la carte, il est à 6 contre, par exemple 6 contre 2, même s'il pioche un -2, il réussit avec une différence de 2, et ben il a ses 2 indices. Mandy Thompson, qui commence avec une valeur de base de 5. Preston Fairmont, alors lui n'a que 1 de base, mais si vous le jouez en si vous le jouez en truand friqué, il peut facilement se donner de gros bonus. Il aura par exemple relation influente, mettons 20 ressources en jeu, c'est pas aberrant, c'est tout à fait possible pour lui. Donc il a 1, avec relation influente il se donne plus 4, et avec regard acéré il se donne plus 3, donc il fait une enquête à 8 contre la valeur occulte du lieu, et il lui suffit de réussir avec une différence de 2 ou plus pour avoir ces 2 indices d'un coup. Tony Morgan, il a 3 de base. Wendy Adams, elle a 3 de base. Et en plus de ça, si elle pioche un jeton qui lui fait rater l'effet réussite avec 2 ou plus, elle peut piocher un autre jeton à la place. On a Calvin Wright, qui, après avoir encaissé pas mal d'horreur, pourra avoir une intelligence de 4, voire 5, donc monter à 7 ou 8. Patrice Feuway, elle ne part qu'avec 2, mais elle aussi c'est une spécialiste quand il s'agit d'attribuer des cartes au test. Donc elle est dans un lieu dans lequel elle veut récupérer 2 indices d'un coup. Je sais pas, probablement elle a en jeu la clé de Saint-Hubert, donc elle a une valeur d'intelligence de 2, plus 1 pour la clé de Saint-Hubert, plus 1 pour regard acéré, elle fait une action d'enquête basique, donc elle a encore plus 2, ça lui fait 6, et là elle attribue un, courage inattendu, elle est à 8. Et Lola Eyes, pourquoi pas. Elle a 3 de base, éventuellement elle se met en jeu beaucoup de cartes avec des bonus passifs, elle peut avoir en jeu, que je dise pas de bêtises, elle peut avoir en jeu Milan Christopher et la clé de Saint-Hubert. Lola Eyes, j'ai jamais trop creusé, du coup c'est utilisable avec elle, mais je suis pas certain que ça soit très efficace. Dernière carte du pack, Rêve Conscient, un événement de niveau 2 qui coûte 1, trait, sort. Choisissez une carte dans votre zone de jeu ou révélez une carte de votre main, cherchez un autre exemplaire de cette carte dans votre deck et piochez-le, mélangez votre deck. Un type en commentaire a fait une liste de toutes les cartes qui pour lui sont intéressantes à aller chercher. Je vous laisserai lire. Moi bien entendu je pensais à Myriad. Les cartes Myriad, on en a 3 dans son deck. Si on en met 3 exemplaires, généralement c'est parce qu'elles sont bonnes, et il y en a plus d'une qui a un effet... il y en a plus d'une qu'on a envie d'avoir en plusieurs exemplaires. Alors là-dedans, engagement solennel, c'est l'exception. En général, on en veut 1 par autre investigateur dans la partie. Le segment d'Onyx, il vous faut les 3 copies. Révélation stupéfiante, alors ça non, vous ne le voulez pas dans votre main. Enfin, quoique, vous ne le voulez pas dans votre main, mais si vous cherchez et que c'est parmi les cartes cherchées, or là il s'agit de chercher sur tout le deck, donc forcément vous aurez révélation stupéfiante, vous pouvez prendre une carte de votre choix, dire j'ai révélé révélation stupéfiante, et vous résolvez son effet. Cible facile, vous pouvez en jouer plusieurs pour une seule action. Donc vous en avez une copie en main, vous jouez rêve conscient, vous allez chercher la deuxième, puis vous jouez cible facile, ce qui vous permet de jouer l'autre copie de cible facile. Le Brelandas, si vous en attribuez 3 à un test, il est réussi automatiquement. Et enfin, ouverture de portail, ça ne sert que si vous avez 2 portails au moins posés en jeu, vu qu'il vous faut une entrée et une sortie. Autre exemple, la mélodie apaisante. Voilà, au moment où vous jouez le miroir sacré, vous mettez une copie de mélodie apaisante dans votre main, vous en mélangez 2 dans votre deck, vous pouvez dans la foulée jouer le rêve conscient pour aller chercher une deuxième copie de mélodie apaisante. Autre exemple, le rituel de sang, c'est un peu le même principe.
il y en a un qui arrive dans votre main, 2 mélangés dans votre deck, et vous révélez celui que vous avez dans la main pour aller en chercher un deuxième, et comme ça, alors le round suivant, parce qu'il vous faudra 2 actions, mais le round suivant, vous en avez 2 en main, et donc le potentiel pour 4 dégâts directs. Encore une fois, rêve conscient, vous allez chercher dans le deck. Du coup, Mandy Thompson vous intéresse. Là, comme vous cherchez sur l'ensemble de votre deck, chercher sur 3 cartes de plus n'a pas de sens, mais chercher une cible de plus, ça prend tout son sens, notamment pour les cartes de myriade. Et notamment, que je vérifie, notamment pour cible facile et ouverture de portail. Vous avez une copie de cible facile en main. Vous jouez rêve conscient, vous allez chercher les 2 autres copies. Maintenant, vous jouez cible facile, vous gagnez 2 ressources, vous piochez une carte. Comme vous venez de jouer cible facile, vous jouez un autre exemplaire de la main. Vous gagnez 2 ressources, vous piochez une carte. Et vous avez le droit de jouer dans la foulée le 3e exemplaire de cible facile. Donc, encore de nouveau, 2 ressources, une carte. Ouverture de portail, vous en avez une copie. Vous allez chercher les 2 autres dans votre deck, vous mettez dans votre lieu la première copie, et ensuite, vous savez que vous pourrez attacher les 2 autres à des lieux. Un truc que je n'ai pas dit dès le départ, mais le rêve conscient, c'est un sort. Donc encore une fois, ça peut être tutoré par l'initié aux arcanes, ça peut être attaché à Diana Espérance. Allez, comme c'est important, je vais quand même le mettre. Vous mettre une image de la carte. Donc voilà, vous l'attachez à Diana Espérance et à 3 reprises, vous allez chercher la carte de votre choix dans votre deck. Si vous jouez en duo avec Mandy Thompson, à 3 reprises, vous allez chercher les 2 cartes de votre choix dans votre deck. Moi, je trouve que le rêve conscient, c'est sympathique, mais si vous envisagez ça comme une cornerstone, une pierre angulaire, voilà. Si vous envisagez ça comme une pierre angulaire de votre deck, ça va être extrêmement bourrin. Je répète, ça vous permet d'aller chercher vos meilleurs sorts dans un deck mystique, sans limite sur la proportion du deck que vous creusez. Dans un deck Mandy Thompson, c'est 2 cartes que vous allez chercher. Ah oui, je sais pas pourquoi je l'ai pas évoqué, mais évidemment, avec Mandy Thompson, c'est aussi tout à fait valable pour le segment d'Onyx. Vous en avez un en main, vous utilisez le rêve conscient, vous allez chercher les 2 autres. C'est une carte rapide, le segment d'Onyx, du coup maintenant vous payez 3 ressources, vous mettez les 3 copies en jeu, et ça y est, vous avez votre pendentif de la reine. Alors, comme d'habitude, long enregistrement. Bon, j'ai fait une pause au milieu, mais j'en suis quand même à 1h30. On va faire le récapitulatif. La Winchester 35, si vous jouez en mode facile, éventuellement. Sinon, je vois pas d'intérêt. Protection rapprochée, c'est génial en duo ou en multi. Mais en duo avec un chercheur qui se déplace pas mal, c'est génial. C'est vraiment, ça booste la synergie. Vous avez beaucoup moins à vous casser la tête. Qui se déplace en premier, est-ce que c'est pas gâché que d'amener le gardien juste pour protéger le chercheur? Est-ce qu'il vaudrait pas mieux que le gardien y a exploré dans la direction opposée? Ça vous simplifie quand même pas mal la réflexion. Ça vous permet de faire du gros gain d'action, ça vous permet d'engager moins de cartes de ressources, de compétences dans les tests, c'est vraiment pour moi un énorme gain. Ça donne envie de jouer un duo super mobile. La perfection vient de l'entraînement, c'est intéressant, ça donne envie, c'est intéressant sur le papier, je vois très bien que ça va être une bonne carte pour Mark Harrigan. Je sais qu'en théorie c'est une super carte, je sais pas dans quel deck je lui ferai de la place par contre. Recherche poussée, une carte de plus qui me convainc que mon style de deck... je perds les mots. Ça me convainc que mon style de deck Minty Fan avec les mains pleines de cartes compétences est viable.
Voilà, donc j'ai hâte d'avoir le pack entre les mains et de pouvoir ajouter cette carte-là à mon deck. Brelandas, une compétence qui vous donne un icône libre, donc qui est utilisable pour n'importe quel test. Toujours intéressant pour booster un petit peu un test, et l'intérêt c'est, quand vous en avez une copie en main, vous la gardez de côté, la deuxième copie, vous la gardez de côté, et quand vous avez la troisième copie, et dès qu'il y a un test dur, ou dès qu'il y a un test que vous ne devez pas rater, vous attribuez les 3, c'est gagné, vous repiochez 3 cartes, qui vous aideront pour faire vos tests plus tard, vous prenez 3 ressources, c'est un petit peu d'huile dans les rouages du deck Megatest. Mais comme pour toutes les cartes myriades, moi je trouve que dans un deck de 30 cartes, me dire j'ai déjà une liste de decks, je veux intégrer cette carte-là dedans, mais il faut que je libère 3 places, c'est toujours un truc que je trouve un peu dur. Cambriolage de niveau 2, par rapport au niveau 0, ça peut vous rapporter moins de ressources, mais ça peut vous en rapporter significativement plus. C'est une carte que j'ai vraiment envie d'ajouter dans un deck Finn Edwards, Megatest, Megatune et Enquêteur. Je trouve ça très intéressant. Il y a un pari, mais bon, sont les truands. On fait du Megatest, c'est toujours un pari. J'aime vraiment beaucoup cette amélioration. Carte suivante, la lame spectrale. Du combat à force plus volonté pour un mystique, par rapport à un combat avec juste la force, ça fait un gros boost. Alors combattre à volonté plus force, c'est pas forcément un gros boost par rapport à juste la volonté, mais c'est quand même non négligeable. Voilà, ça va être un plus 2 voire un plus 3, c'est pas négligeable du tout, et ça peut faire 3 dégâts d'un coup. Et c'est un des événements qu'on peut vouloir attacher à Diana Esperance pour le répéter à plusieurs reprises. Mode commandement, un tuteur à sort. Vous voulez un sort, vous le cherchez dans votre deck, dans votre pioche. Voilà. C'est génial. Vous n'avez pu pour le moment mettre qu'une seule copie de flétrissement de niveau 5. C'est le moment de la piocher. Une action, 2 ressources, et voilà, la carte est dans votre main. Vous savez qu'il y a un test qu'il ne faut pas réussir qui va venir, vous allez chercher le sceau du signe des anciens. Et le test, vous le réussirez pas forcément, mais vous bénéficierez de la pioche d'un signe des anciens lors du test de compétence. Pierre de lune, plus 1 de volonté, plus 1 d'agilité. Une mécanique un peu spéciale pour la jouer, mais c'est pas trop gênant pour des survivants. Le bonus d'agilité va être intéressant pour tous les survivants qui veulent esquiver le combat. Et donc voilà, vous avez un survivant qui a 3 voire 4 de base en agilité. Vous voulez le jouer esquive, c'est très bien pour vous. Et le plus 1 de volonté, si vous avez accès à des cartes sorts, des cartes à des soutiens mystiques qui fonctionnent à la volonté, c'est tout bénef. Regard acéré en solo, si vous avez une valeur de base d'intelligence de 3, vous faites une enquête basique, sans utiliser de lampe torche, sans utiliser les outils de crochetage pour Wendy. Vous jouez regard acéré, ça vous fait 6 contre la valeur occulte du lieu. Vous faites ça sur un lieu qui a une valeur occulte de 2-3, et si tout se passe bien, vous avez 2 indices d'un coup. En solo, c'est intéressant. En multijoueur, faudra y réfléchir. Et je l'ai pas dit tout à l'heure, mais une action d'enquête basique, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas bénéficier de boosts autres. Vous jouez en solo, j'aurais dû chercher ça plus tôt. Vous avez le journal en jeu. Voilà, vous avez le journal de niveau 0 en jeu, vous avez un bonus passif de 2 en intelligence. 3 de base, 2 pour le journal, 3 pour la compétence, ça vous fait 8. Et si maintenant vous avez le journal de niveau 2, vous avez 8, mais en plus, si vous n'aviez pas d'indice, vous en avez un de plus. Donc vous êtes dans un lieu qui ne valeur occulte, allez mettons de 3, vous n'avez aucun indice, vous enquêtez à 8 contre 3, si vous réussissez tout juste, vous avez 2 indices, si vous réussissez avec une différence de 2 ou plus, vous avez 3 indices. Et en solo, 3 indices d'un coup, c'est énorme. J'ai rarement vu des lieux avec plus que 3 indices par investigateur. Bon voilà, au final moi je trouve que c'est un pack très intéressant, j'ai hâte de le jouer. Pour le moment je le recevrai pas dans l'immédiat,
Il fait partie d'une commande que j'ai passée au début du mois. Alors cette vidéo, je sais pas trop quand je la mettrai en ligne. Là j'enregistre le 19, je pense que je la mettrai en ligne le dernier... Je la mettrai en ligne probablement le lundi 27. Mais c'est dans une commande qui intègre des packs Marvel Champions et aussi le scénario Le Dévoreur de toutes choses. Tout ça c'est en précommande, c'est censé arriver fin du mois, je crois. Donc peut-être à la fin du mois, peut-être en février. Là pour le moment j'ai fait une pause dans Arkham pour jouer énormément à Marvel. En plus de ça je voudrais reprendre Arkham avec du matériel, du matériel additionnel. Donc là par exemple si vous entendez des petits bruits, j'avais commandé il y a longtemps sur Ludy World les jetons du chaos faits par la boutique Orbits, les mêmes jetons que vous voyez dans les vidéos faites par Largo, Michael et Jérôme. J'ai aussi commandé les mêmes, les flèches, les connecteurs de lieux, les mêmes qui s'utilisent, ce qui va énormément m'aider à m'y retrouver quand je joue la civilisation oubliée. J'ai acheté un dice bag FFG. J'espère qu'il sera de la bonne taille pour mettre mes jetons du chaos encapsulés. Il faut justement que je fasse une commande de capsule à pièces pour les jetons. Alors je vais faire la commande sur la boutique Théma Timbre. Alors peut-être pas tout au mois de janvier, parce qu'ensuite ça finit par chiffrer. Je mettrai peut-être quelques copies d'écran, là je verrai. Pour que vous voyez de quoi je parle. Je vais aussi faire des commandes chez Buy the Best Token, c'est une boutique Etsy de mémoire. Alors, pendant que je vous parle, je cherche ça, Buy the Same Token, je regarde le panier que j'ai préparé. Voilà, Buy the Same Token, il y a par exemple des jetons double face qui d'un côté indiquent 5 ressources et de l'autre côté indiquent 10 ressources. Et ben ça, je trouve que ça va être extrêmement intéressant pour jouer Preston Fairmont ou les truands friqués. Moi quand je joue un truand friqué, je suis toujours je prends plein de ressources, je les empile, je mets des piles de 5 pour compter rapidement le bonus que me donne Relation Influente. Au bout d'un moment, je me rends compte que j'ai plus assez de jetons ressources, du coup je dois trouver des techniques autres, du genre je dis si je mets un jeton ressources et dessous un jeton fatalité, je compte que c'est 5 ressources. Voilà, c'est pas pratique. Là, il y a des sets. Alors, encore une fois, c'est pas donné. Mais bon, je joue très souvent à ce jeu, j'ai envie de me faire plaisir. Et là, il y a des sets, voilà, 5 jetons. D'un côté, 5 ressources, de l'autre côté, 10 ressources. Et c'est 5,50€ les 5 jetons. Donc avec ça, vous jouez un truand friqué. Dès que vous avez 5 ressources, vous remplacez vos 5 jetons ressources standards par un jeton qui indique 5 ressources. Si votre truand friqué est tellement friqué que vous avez plus assez de jetons qui indiquent 5 ressources, vous les retournez pour faire 10, et voilà, avec un jeton, avec un set de 5 jetons, vous pouvez, représenter jusqu'à 50 ressources, ce qui est largement suffisant. Dans la foulée, je vais aussi, j'avais aussi envie de prendre un indicateur de rôle pour Lola Eyes. En gros, c'est une roulette. Pareil, je mettrai sûrement une image là. Vous l'utilisez, vous indiquez, voilà, actuellement, Lola, elle a la classe truand. Vous changez de rôle, vous tournez la partie supérieure de l'indicateur et vous dites, voilà, maintenant elle est gardien, etc., etc. Il y a aussi les indicateurs d'action pour chaque classe. Même chose, vous les avez vus si vous regardez les vidéos de partie faites par Largo et son groupe. Également, vu dans les mêmes vidéos, il y a les deux supports, les deux lutrins, j'ai envie de dire, pour carte acte, carte intrigue et également carte scénario. Moi par contre, sabot de pioche et sabot de défausse, ça m'intéresse pas du tout. Voilà. Et dans la boutique, alors je mettrai des liens vers tout ça. Dans la boutique Orbits, il y a aussi les jetons, toujours dans les mêmes vidéos, vous les voyez, les jetons de points de dégâts et de points d'horreur. Alors ça, c'est aussi vendu chez Ludy World.
le truc, c'est que chez Ludiworld, c'est vendu par set qui contient dégâts, horreur et ressources. Et moi, les jetons 1 ou 2 ressources ne m'intéressent pas particulièrement. Ce qui m'intéresse, c'est pour dégâts et horreur. Donc je pense que je verrai par rapport aux frais de port, mais il est fort probable que je passe directement par la boutique pour me constituer mon propre set. Oui, donc je disais, actuellement je fais 100% de Marvel Champions. J'ai joué 100 parties à peu de choses près au cours des 3 dernières semaines. J'ai des jeux de société autres que des JCE qui sont entassés, j'aimerais bien y jouer un peu. Et du coup, je fais une pause dans Horror Arkham, je redémarrerai, je sais pas, mi-février, je suppose. Voilà, donc le rythme de parution des vidéos sur Horror Arkham va baisser. Ah oui, c'est vrai que là, au moment où j'enregistre, je n'ai toujours pas mis en ligne la vidéo précédente que j'ai enregistrée il y a quelques temps. Je la mettrai prochainement en ligne. Donc tout à l'heure, je vous disais, cette vidéo en ligne le 27 sera peut-être plutôt début février. Comme je ne joue pas, je vois pas trop l'intérêt de faire des vidéos d'explication de deck, vu que je ne fais pas de deck actuellement. Mes vidéos analyse de cartes, j'ai toujours pas trouvé de carte pour laquelle j'avais envie de consacrer, 10, 15, voire 30 minutes, rien que pour une carte. Donc voilà, pour le moment, pause. Ah oui, j'ai aussi reçu le cycle 1 de scénario fan-made. Dedans, il y a des investigateurs. Je vous ferai peut-être une vidéo sur les 5 investigateurs fan-made. Ça pourrait être amusant. Alors, ça pourrait être amusant, mais ça pourrait aussi être chiant pour avoir les images. Faudra sûrement que je les récupère, pardon pour les gargouilles, faudra sûrement que je les récupère sur le forum ou dans le dossier Google, dans le je sais pas comment ça s'appelle, dossier Google Folder, pour avoir des images à vous montrer. Bon voilà, ça va conclure cette vidéo. Je vous souhaite une bonne journée, bonne soirée, bonne continuation et de bonnes parties. Au revoir.